Le gouvernement des guerriers, qu'on appelle Warrior, est déjà connu. 80% de nouvelles figures. Parmi elles, des illustres inconnus de la scène politique. On parle de jeunes dynamiques qui font leur entrée dans ce gouvernement. Pour la plupart, sont des jeunes. Alors, une femme jeune vient aussi de remplacer une autre femme au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Duisha, on salue son avènement au gouvernement. Elle vient de l'INPP où elle était jusque-là, je crois, numéro 2 ou 3. Je dois avoir la précision. Alors, l'emploi de jeunes, comme je l'annonçais au début, l'emploi de jeunes, l'autonomisation des femmes, ça fait l'objet d'une réflexion. À Kinshasa, ce 15 avril, mais nous avons eu l'opportunité de rencontrer Jean-Robert Issifois. Avec lui, on s'entretient sur ce secteur. Il est chef d'entreprise. Je disais au début qu'il a un capital d'expérience dans le domaine de l'emploi, placement, sous-traitance. C'est un partenaire incontournable dans les passerelles qui sont en train d'être lancées entre le monde académique et le monde du travail. Monsieur Issifois, bonjour. J'ai fait une présentation longue, mais vas-y, si vous êtes demandé de dire 2-3 mots sur vous-même, de manière professionnelle, qu'est-ce que vous diriez? Vous l'avez dit, je suis chef d'entreprise de la société SCS. Et donc, notre société existe depuis 16 ans maintenant, sur l'ensemble du territoire congolais. Et nous œuvrons pour la gestion des ressources humaines. Ça veut dire que nous servons d'espace de convergence entre, d'une part, les demandeurs d'emploi qui sont à la recherche des activités lucratives et d'autre part, les entreprises qui sont à la recherche des compétences. Et nous sommes là pour les rassembler, les faire rencontrer, en préparant bien entendu nos candidats que nous entendons envoyer ou présenter à nos clients qui sont les entreprises. Voilà le travail que je fais depuis 16 ans maintenant. Et aujourd'hui, nous avons pu, pendant plusieurs années, 16 ans, c'est pas mal, hein, c'est beaucoup hein, déjà pour une société locale au Congo, avec toutes les difficultés par ailleurs que nous connaissons de la gestion quotidienne de la société. Et donc nous avons eu à donner du travail à beaucoup de jeunes qui sont... En termes des statistiques, qui sont pas vous avez toujours, des estimations en tout cas, un nombre important, on dépasse 70% hein, de ce que nous recevons, parce qu'on a une base de données. C'est par rapport à notre base de données. Aujourd'hui, on a plus de 4000 personnes hein, qui travaillent pour nous. Donc, c'est quand même une entreprise importante. Je n'ose pas faire l'extrapolation. Voilà, avec, je comprends. Avec certains... Votre sobriété. Donc, mais voilà, c'est un peu ça, notre travail. Nous donnons du travail aux Congolais et également nous aidons, au travers de la formation, à acquérir, on va dire, les connaissances nécessaires qui seraient en diapason, en relation avec les exigences des entreprises. Alors, l'autre préoccupation, merci pour cette précision au niveau de la présentation. Il se constate une sorte de fossé entre la formation reçue, académique, professionnelle, technique, et les réalités du monde du travail au Congo. Vous êtes implanté dans presque toutes les provinces. Est-ce que c'est votre regard, disparité entre la formation et les offres ou les réalités du monde du travail et surtout les postes pour lesquels il vous est par moment demandé de recruter?
ou de placer? Bon, ce dysfonctionnement commence date de depuis longtemps. Ça continue encore aujourd'hui, malheureusement, entre ce qui est enseigné à nos universités et les exigences des entreprises. Mais les entreprises en sont bien conscientes. Je ne parle pas seulement du contenu des cours, mais voyez les filières, droit, Sciences Po, technique, comment on appelle encore, la sociologie et tant d'autres, les sciences humaines. Mais sur le terrain, s'il y a des offres, c'est plus la logistique, gestionnaire des stocks, c'est comptable. C'est deux choses différentes. Hein. Oui, oui. Il y a la formation professionnelle et les métiers liés aux métiers techniques. Et il y a la formation générale qu'on donne aux universités, qui sont des formations de connaissances spécifiques pour régler des problèmes aussi complexes. C'est deux choses différentes. Toutes les deux sont demandées. Toutes les deux sont demandées. Par exemple, quand vous faites les sciences politiques, par exemple, ce n'est pas nécessairement pour demain accéder à un parti politique. Non, pas nécessairement. Par exemple, si moi je suis une entreprise et que j'ai besoin d'un directeur de ressources humaines, la personne qui a fait les études de sciences politiques peut m'intéresser. Pourquoi? Mais parce que la personne, on imagine qu'il maîtrise un peu l'administration, il sait s'adresser aux gens, politicien, hein, il sait s'adresser aux gens. Il connaît la législation sociale du Congo. Donc, c'est vraiment, il peut être... et si, par ailleurs, dans les cours de sciences politiques, à ce que je sache, il y a quelques cours de droit. Donc, il est presque complet pour m'être utile et nécessaire dans la direction de ressources humaines. Si à cela se rajoute la fameuse question de l'expérience professionnelle, hein, si le monsieur, au-delà de son diplôme en sciences politiques, il a une expérience professionnelle, pour moi, dans le domaine de ressources humaines, pour moi, c'est quelqu'un, ou de conduite des hommes, pour moi, c'est quelqu'un, un bon directeur de ressources humaines. Avant de revenir voilà. Justement au contenu de ce qui nous intéresse, les warriors sont enfin connus, pour la plupart des jeunes, ces guerriers. En tant qu'entrepreneur, quel est votre petit commentaire, réaction sur base de cette liste gouvernementale publiée hier? Les jeunes, pour la plupart, sont dans cette équipe. C'est très bien, le renouvellement de la classe politique, comme on le dit d'habitude, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais moi, en tant que Congolais, je souhaiterais que le nouveau gouvernement, comme je l'aurais souhaité pour celui qui vient de partir, qu'il réussisse, mais alors qu'il réussisse brillamment pour l'intérêt de notre pays, c'est tout mon souhait et tout mon vœu. L'épineux problème d'expérience professionnelle, 5 ans. Vous vous occupez de la formation, vous vous occupez des ressources, de la gestion des ressources humaines et des placements, des sous-traitances. Comment ce problème peut être résolu ou est résolu à votre niveau pendant cette période où même le stage professionnel, plutôt les stages académiques, devient un véritable souci? Il y en a qui n'acceptent plus les stagiaires académiques pour ne pas être espionnés, pour ne pas être... voilà, pour ne pas être espionnés, disons comme ça. Écoutez, nous sommes dans la République. Hein. Ça veut dire qu'on imagine qu'il y a une administration dans le pays. Il y a des institutions de l'État et nous, les entreprises, tout comme les demandeurs d'emploi, on ne peut pas fonctionner à volo, comme on dit. On doit être, tous on est cadrés, soit par le Code du travail, soit par d'autres formes de législation de la République. Et ce sont ces législations qui doivent régler les règles du jeu entre la vie
en société et dans le cas spécifique en matière d'emploi. Et donc, si on demande pour les entreprises qui exigent l'expérience professionnelle, au moins. Oui, mais il faut comprendre. Je crois que déjà, comme je disais, les entreprises en sont vraiment bien conscientes de cette difficulté auprès des jeunes, ce qu'on appelle les primo-arrivants dans le monde du travail, ceux qui accèdent ou cherchent à accéder pour la première fois dans le monde du travail. Les entreprises en sont bien conscientes, mais il faut bien voir le fond du problème. Le fond du problème, c'est que lorsque l'entreprise cherche à engager, c'est qu'elle est dans le besoin. Et quand vous êtes dans le besoin, quelque part, vous êtes en difficulté. Et donc, vous cherchez la solution. Et donc, quand vous recrutez, vous avez besoin, vous attendez recevoir quelqu'un ou être en relation avec quelqu'un qui a des compétences qui vont solutionner votre problème, qui vont répondre aux besoins, à vos attentes. Et d'où l'exigence de l'expérience professionnelle. Mais lorsque la personne vient pour apprendre, pour attendre, acquérir, ce qui est aussi normal quelque part, parce qu'il faut bien commencer quelque part, l'entreprise se trouve en difficulté. Mais à la faveur des entreprises, si vous prenez les entreprises du secteur bancaire, toutes ces entreprises, la plupart d'entre elles se sont organisées pour aider les primo-arrivants dans le monde du travail à accéder chez eux sans beaucoup de difficultés, sans passer par cette exigence ou sans être confrontés à cette barrière de demande d'expérience professionnelle en créant ce que eux ils ont appelé l'Académie Banking. Académie Banking. Et donc, dans cette Académie Banking, la plupart des formateurs qui sont là-bas sont au cadre de l'entreprise même, de la banque même. C'est extraordinaire, moi je trouve. Malheureusement, il y a certaines banques qui ont arrêté, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'était extraordinaire. Moi, par exemple, en tant que sous-traitant, mon travail, c'était d'identifier et de présélectionner les meilleurs jeunes qui pouvaient accéder à cette académie. Une fois présélectionnés, je les présente auprès de mon client ou ma cliente banque, et la banque le prend ou les prenne pour la formation en académie banking. 9 mois. 9 mois après, les meilleurs intègrent. 9 mois sans... Non, 9 mois avec rémunération. Avec rémunération. Oui, des formations rémunérées. Les banques ont fait mieux que l'État. Parce que l'État n'a jamais fait ça au Congo. Qu'il vous envoie en formation, comme ça se passe dans d'autres pays du monde, excusez-moi. Il y a un nouveau gouvernement qui arrive. Comme ça se passe dans d'autres pays du monde, où l'État vous accorde des formations au travers le service public de l'emploi. Ici, le service public de l'emploi, j'imagine, c'est l'ONEM. Ah oui. Eh bien, vous allez en formation, mais pendant cette période de formation, vous êtes rémunéré. Les banques, l'État ne l'a jamais fait, mais les banques l'ont fait. Mais donc, en contrepartie, voilà. Même si vous devenez efficace dans votre travail, en contrepartie, c'est que vous devez rester dans cette entreprise sans la quitter pendant pendant un temps. Attendez. Vous ne devez pas quitter pour aller faire bénéficier cette expérience à une autre banque, à une autre société concurrente. Ne trouvez-vous pas cela normal? C'est normal. Donc voilà, c'est ce qu'ils font. Moi, je ne ferai pas autrement. Je vais dire qui que ce soit ne ferait pas autrement, sauf l'État. Mais maintenant, là, on n'est pas... La banque, c'est une entreprise privée. Hein. Donc, les actionnaires voient d'abord leurs intérêts. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que pour les jeunes qui terminent leurs études,
elles ont encore, malgré cette ouverture des banques, j'ai pris l'exemple des banques, mais je pense que pour d'autres secteurs d'activité, pour d'autres entreprises qui sont dans d'autres secteurs d'activité, font aussi cet effort. Mais malgré cela, les jeunes rencontrent quand même des difficultés. C'est pour cela qu'il est très important que dans cette affaire de demande d'expérience professionnelle, l'État s'implique. Parce qu'il n'y a pas seulement la demande d'expérience professionnelle, il y a aussi le fait que quand vous terminez votre graduat, avant d'accéder à la licence, on vous exige de passer par un stage professionnel. Mais ça, l'étudiant ne peut pas le faire lui-même. C'est comme si on le jetait dans la pâture. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a vraiment la responsabilité de l'État, que l'État doit assumer vis-à-vis des jeunes pour leur faciliter la tâche afin d'accéder à l'entreprise. Mais il y a beaucoup d'autres solutions également que l'État peut apporter. Mais moi, je ne suis pas dans les responsabilités. Moi, je suis dans les responsabilités dans mon entreprise. Alors, il y a aussi cette affaire de la crise sanitaire qui est venue plomber les économies, les finances et même mis certaines sociétés en difficulté, des emplois supprimés. Comment faire pendant cette période lorsque vous êtes dans ce secteur? On sent qu'il y a grincement des dents, il y a des pleurs, il y a aussi télétravail. Davantage, on sent que le domaine est menacé. Il faut s'adapter. Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans le cadre de cette réflexion? L'emploi de jeunes. C'est vrai que le Congo, comme le monde d'ailleurs, de manière générale, traverse une période extrêmement difficile. Et les entreprises en subissent les conséquences. Tout comme d'ailleurs, encore plus fortement, dans le cas d'espèce, les demandeurs d'emploi, et les jeunes en particulier. Mais moi, je crois que la question devait être posée aux responsables politiques qui gouvernent le pays. Moi, je ne suis qu'une entreprise. Alors, nous prenons le cas, par exemple, nous prenons le cas précis de votre entreprise. Pendant cette période, vous vous occupez de la gestion en sous-traitance du personnel permanent, temporaire et journalier. Vous vous occupez du placement du personnel. Vous vous occupez également de la formation. Alors, à ce niveau, télétravail. À ce niveau, des emplois menacés. Est-ce que vous éprouvez des difficultés aussi pendant ces périodes de la pandémie? Bon, pour le télé... Comment vous palliez à ça? D'accord, très bien. Pour le télétravail, je crois que c'est la meilleure solution dans la période de pandémie, surtout lorsqu'il y avait le confinement. Bon, aujourd'hui, notre pays est parmi les rares pays au monde, heureusement d'ailleurs, qui fonctionne plus ou moins bien, la population peut se déplacer sans beaucoup de restrictions. C'est vrai qu'il y a le couvre-feu à 21h, mais avant ça, chacun est libre de vaquer à ses occupations. Donc la question de télétravail se pose surtout pour les rassemblements. Lorsqu'il y a des grandes réunions, des mouvements, on évite la contamination. On ne veut pas s'enfermer dans une salle. On passe par les webinaires, les fameux webinaires qu'on organise maintenant tous les matins. Mais sur le plan professionnel, nous, par exemple, ma propre société, nous n'avons pas de problème particulier là-dessus. Pourquoi? Mais parce que nous avons deux grands pôles d'activité, si je peux dire. Nous avons des activités qu'on appellerait dans le cadre de software. Software, ça veut dire tout ce qui est purement intellectuel, le placement, etc. Et on a des activités software qui sont des activités genre convoyage de fonds, comptage de billets de banque, etc., qui sont des activités plutôt
manuels, parfois même individuels quand on fait le convoyage de fonds, etc. Donc on n'a pas vraiment de problème de télétravail pour le moment. Mais j'imagine que les entreprises qui peuvent... dans notre pays de manière générale, cette question ne se pose pas avec la plus grande acuité comme en Europe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, par exemple, eux, ils ont encore des confinements, soit localisés, soit au niveau le plus large, régional et autres. Donc, se pose des questions de télétravail. Mais le télétravail n'est pas nécessairement limité à la question de la pandémie. Je crois que c'est une nécessité pour l'avenir des entreprises, quelle qu'en soit l'entreprise. Le télétravail va faciliter beaucoup de choses dans l'avenir en termes de limitation de déplacement et de faire le travail là où se trouve la personne sans que nécessairement il puisse se déplacer pour aller à un bureau enfermé et climatisé. On peut être dans le train et puis télétravailler. Enfin bon, il n'y a pas de train ici. On peut être dans le train et télétravailler. On peut être quelque part dans sa maison et télétravailler. Donc voilà, ça va résoudre énormément beaucoup de travail. De problèmes d'absentéisme en particulier. Alors, je suis en train de recevoir quelques questions ici des téléspectateurs qui me l'envoient pour ceux qui ont nos contacts. Alors, ils posent ce problème de personnel, permanent, temporaire, journalier. Ça, c'est très bien. Ils disent, demandez à monsieur Issifwa, est-ce que la sous-traitance n'est-elle pas l'exploitation de l'homme par l'homme et surtout au Congo? Ouais. La question vous est destinée. Bon, moi, je comprends. Je comprends les personnes qui posent cette question. Mais je crois qu'il faut voir les choses aussi du côté positif. Et parfois aussi, il faut mieux connaître avant de critiquer. Parce que la sous-traitance, comme son nom le dit, nous travaillons pour les entreprises qu'on appelle les entreprises donneurs d'ordre. Est-ce que vous entendez donneurs d'ordre? Il faut la personne qui a... J'attire l'attention de la personne qui a posé la question. Oui. C'est un téléspectateur de la ville de Kisangani dans la province de la Oui, de la on a Tchoukou. d'un côté un sous-traitant. André. Oui, qu'André comprenne. Oui. On a d'un côté un sous-traitant et de l'autre côté un donneur d'ordre. On ne peut pas dire que le sous-traitant soit celui qui spolie le travailleur. Attendez, s'il y a des reproches de ce genre à faire, ça ne sera vraiment pas au niveau de sous-traitant, peut-être parce qu'on ne connaît pas le processus, comment ça se passe. En fait, est-ce que je peux expliquer ? Si vous m'autorisez, je peux... Je vous en prie, j'étais en train de lire une autre question qui vient de tomber. Alors, vous continuez. Je vous autorise. En fait, le sous-traitant n'a pas pour vocation d'engager directement les demandeurs d'emploi. Ce n'est pas la vocation du sous-traitant. La vocation du sous-traitant, c'est la vocation d'intermédiation, de jouer à l'intermédiaire entre le demandeur d'emploi et l'entreprise qui cherche à embaucher. Et le sous-traitant est au milieu pour surtout faciliter la tâche aux demandeurs d'emploi, qui, au départ, sans le sous-traitant, aura du mal à accéder à l'information de l'offre d'emploi. Et ça, c'est l'un des avantages majeurs de la présence du sous-traitant, et qui aura du mal à se préparer personnellement le candidat avant de se présenter auprès du recruteur de l'entreprise. Le sous-traitant est là pour lui dire que voilà, il y a telle possibilité d'emploi dans telle entreprise, et pour y aller, en vue d'augmenter votre chance, voilà, je vous prépare
par le biais d'un test. En ce qui concerne la rémunération, parce que j'imagine que lorsque le monsieur de André parle de l'exploitation, il pense à la rémunération. En ce qui concerne la rémunération, il faut savoir, mon cher André, comme tous les autres candidats demandeurs d'emploi, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas le sous-traitant qui fixe le salaire de l'agent détaché. C'est le donneur d'ordre. Qui va travailler chez l'entreprise. C'est le donneur d'ordre. C'est l'entreprise, là où il va travailler, qui va fixer le prix. Mais monsieur Isifoua, les donneurs d'ordre et le sous-traitant, tous deux, évoluent dans un environnement ou dans un contexte régi par la législation sociale, le code du travail. Et là, les deux sont à un moment donné, ils ont les mains liées, n'est-ce pas? Non, oui, on est mains liés par rapport à la loi. Par rapport à la loi. Oui, ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'on ne peut pas exploiter le candidat, le demandeur d'emploi. C'est ça que ça veut dire. Hein? Et c'est comme ça que moi je comprends. Et j'espère pour André que c'est aussi comme ça que lui comprend. Parce que autrement ça n'existe pas. Autrement, ça voudrait dire qu'on est des réfractaires. Oui. Autrement, ça voudrait dire que l'entreprise et le sous-traitant sont des gens qui ne respectent pas la loi et que l'État n'intervient pas pour leur empêcher. Donc ça veut dire que tout le monde est mis dans le même sac et il n'y a personne. Si tout le monde est fautif, c'est que tout le monde n'est pas fautif. Alors, j'enchaîne, je ne lirai pas toutes les questions. Si l'entreprise et le sous-traitant ne respectent pas la loi, l'État est là pour les condamner. Donc, je ne lirai pas toutes les questions. Alors, celle-ci vient de Lubumbashi, de Mardoché. Il me demande de vous la poser à vous, monsieur Isifoua. Mardoché dit, concernant la formation, qu'est-ce que vous offrez, quelle opportunité vous offrez aux jeunes diplômés qui n'ont pas eu la chance d'avoir un stage professionnel? Justement, nous organisons des formations dans le cadre de ma société SCS. Nous organisons des formations. Jamais on envoie comme ça un candidat auprès de notre client sans que cette personne-là, ce candidat, ne soit préparé. Mais je ne peux pas aller en profondeur. Parce qu'on a vraiment une manière de s'organiser pour que nos candidats aient la chance, suffisamment de chance pour être retenus par l'entreprise auprès de laquelle nous l'envoyons, nous le présentons. Et donc, il y a une formation, il y a une préparation préalable avant que la personne ne se présente auprès de l'entreprise. On ne doit pas s'en inquiéter. Par contre, je peux répondre de manière générale sur la question de la formation. Oui. Sur la question de la formation, de manière générale, les privés, nous pouvons organiser des formations encore plus importantes que celles que SCS, par exemple, organise. Mais ça, il nous faut la collaboration, là aussi, de l'État dans une certaine mesure. Pourquoi? Parce que l'État, c'est lui qui fixe le cadre de l'environnement. C'est lui qui légifère. Quels sont vos rapports avec l'État qui légifère, etc. Par le ministère? Pour le moment, c'est un peu compliqué. On a des relations normales. Hein. On n'a pas. Vous connaissez notre pays. On ne peut pas avoir, même partout dans le monde, on ne peut pas avoir des problèmes avec l'État dans lequel on vit. On a des bonnes relations, ça ne pose aucun problème. Mais la question, par exemple, pour moi, si je veux mettre en place un centre de formation important. D'ailleurs, j'ai un projet là-dessus, d'un grand centre de formation important, que ce soit dans le domaine de formation sur les engins de chantier. Vous parliez tout à l'heure de cela au début de l'émission. Hein, des formations qui vous permettent de travailler, par exemple, dans les mines, dans les chantiers de construction, pour conduire des matériels comme les grues, etc., tous ces matériaux, qui sont aujourd'hui conduits que par les Indiens, enfin, tout autre, vous savez comment ça se passe, et les Chinois. Moi, je peux faire ça, mais je ne peux pas le faire tout seul. Pour que ça marche, il faut une collaboration de l'État. Et pour qu'il y ait collaboration de l'État, il faut que, là aussi,
qu'il y ait une réceptivité lorsque moi, j'entreprends une démarche auprès de telle ou telle institution. Donc, je pense que, alors, ça c'est pour les privés, d'une part. D'autre part, il y a l'État, comme dans tous les pays du monde. C'est l'État qui met en place des grandes structures de formation professionnelle, comme il y en a pour les universités. Autrefois, ce qu'on appelait autrefois EcoPro. Moi, j'ai étudié à Mbandaka, au groupe scolaire de Mbandaka, et je crois, hors antenne, vous l'avoir dit, quand à l'époque, à mon époque, on nous parle de has-been, hein, et je suis fier de l'être. Ça montre bien que j'ai bien conduit ma vie. C'est pour ça que je suis là jusqu'aujourd'hui. Has-been. C'est pour ça que je suis là jusqu'aujourd'hui. D'accord. Et donc, à notre époque, au groupe scolaire, il y avait un mur qui nous séparait de l'habitation des prêtres. Et là, il y avait une école qu'on appelait EcoPro. Ça veut dire école professionnelle. Les diminutifs qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté, hein. On le faisait déjà depuis longtemps. Et cette école professionnelle, les vieux qui étudiaient là-bas, on ne les a jamais vus au chômage. Et c'était des gens brillants qui terminaient leurs études dans les écoles professionnelles. C'était des grands menuisiers, c'était des grands charpentiers, c'était des grands électriciens, etc. Ils ont fait le parcours de leur vie de manière extraordinaire, aussi bien professionnelle que de la vie normale. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a évidemment, tout le monde pense à l'INPP, c'est une très bonne chose, mais l'INPP est très limité. Déjà, l'INPP doit compléter un certain nombre de choses. Hein, ça ne suffit pas. Comme quoi, par exemple? Ça, l'État va s'en occuper. Et l'INPP lui-même, il est conduit par un monsieur que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup et qui fait bien son travail. Et je pense qu'avec le temps, ils vont compléter un certain nombre de choses pour être plus efficaces qu'aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas. Et voilà, nous restons dans la formation avec cette autre préoccupation. Nous sommes au stade où on ne peut pas continuer dans un domaine où ça ne marche plus. D'où l'idée de la reconversion professionnelle. J'ai suivi sur les médias confrères, ensuite par exemple des pilotes, des pilotes de vols commerciaux, voilà, se convertir en conducteurs des trains. En Allemagne, d'autres payent les entreprises, les entreprises d'aviation pour voler. Au lieu qu'ils soient lui payés, ils payent pour voler, pour ne pas perdre ce qu'il avait déjà. Il semble que quand ça prend du temps, vous devenez hors usage. Alors, la reconversion professionnelle, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui ont embrassé des domaines peut-être forcés par leurs parents, aller faire le droit, aller faire le journalisme, aller faire, par exemple, la sociologie. Ils rentrent dépaysés dans la vie courante. Maintenant, ils veulent changer pour embrasser d'autres domaines où ils peuvent se retrouver. Qu'est-ce que, à votre niveau, vous donnez comme conseil? Vous êtes en train de soulever la question de modèle. Modèle. Vous êtes en train de soulever la question de modèle. En fait, on a un modèle qui nous a été légué par le colon belge. Mais ce modèle, on l'a expérimenté, oui, et nous avons vu les limites de ce modèle. Et je pense qu'aujourd'hui, la question de la conversion, justement, nous projette sur l'avenir, sur le changement de modèle que nous avons connu jusqu'à présent et qui ne nous a pas du tout, et de mon point de vue, ça ne nous permettra jamais de nous en sortir de notre sous-développement. Et donc, je pense qu'il faut embrasser un autre modèle. Lequel, par exemple? Qui est... bon, aujourd'hui, de plus en plus, vous l'avez évoqué, aujourd'hui, de plus en plus, on voit les jeunes, même les adultes,
Moi qui vous parle, je suis dans le lot. Les gens revenir ou retourner à la terre, c'est quand même de là que nous venons. Hein, nos ancêtres, ce n'est pas pour rien que nos parents voulaient avoir dans une même famille. Je crois qu'il y a un vrai problème aussi de transmission, enfin, entre parenthèses. Nos parents avaient beaucoup d'enfants parce que se posait la question de force de travail dans la famille. Il fallait avoir beaucoup d'enfants pour avoir beaucoup de mains à aller travailler dans le champ, à aller travailler dans la pêche, à aller travailler dans la chasse. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup Et je pense que ce modèle-là est vraiment le meilleur modèle pour notre pays en particulier. Le retour à la terre. Et en particulier, spécialement. Moi, je le leur recommande à 1000 fois. Mais vous remarquerez que le retour à la terre coïncide avec la modernité d'aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'on parle du numérique, nous avons un ministre et un nouveau poste gouvernemental du numérique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous pouvez imaginer un fermier à Boende, là où moi je viens, à Goma, à Boma, là où il est dans sa ferme, avec son ordinateur, il peut entrer en contact avec le marché, la bourse de prix agricole. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc le fait de retourner à la ferme, ce n'est pas rétrograde, une action de rétrograde. Rétrograde, c'est plutôt aller là où il y a vraiment l'essentiel. La nature, j'allais dire, Dieu, en créant le monde, nous a donné, pour ne prendre que le cas du Congo, ce qui est visible est facile pour nous. Par exemple, on a l'eau, on a la forêt, on a la terre. Quand je dis qu'on a l'eau et tout ce qui s'y trouve. On a la forêt et tout ce qui s'y trouve, et Dieu sait si dans la forêt il s'y trouve plein de choses. Dieu sait si dans l'eau il s'y trouve plein de choses. On a la terre, l'étendue du sol du Congo qui te fait plusieurs fois le nombre de l'Union européenne, plusieurs fois le nombre de la Belgique ou de la France. À l'intérieur, là, il y a plein de trucs. On a le soleil, qui est quelque chose d'extraordinaire avec le renouvellement de l'énergie solaire. Aujourd'hui, on parle de l'énergie durable. Ça, c'est ce que Dieu... On a la pluie. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné de manière visible. Si on ne cherchait pas trop loin, on voulait juste se contenter de ce que Dieu nous a donné et qui est visible. Et qu'on forme nos enfants sur ce qui est visible, ça veut dire sur l'eau, sur la forêt, sur le soleil, donc le climat, l'utilité du soleil, etc., sur le sol, sur ce qui est visible, je pense que déjà, on ferait quelque chose d'extraordinaire. Oui. On cherche trop compliqué pour des choses qui sont aussi simples. On termine avec d'abord la réflexion autour de la thématique liée au développement durable. Le 15 avril, vous êtes au nombre des combien et vous apportez votre implication à l'emploi de jeunes, l'autonomisation des femmes. Le 15, concrètement, vous allez faire quoi? Je vais faire rencontrer les décideurs économiques en particulier, mais également les décideurs, ceux qui ont l'habitude d'aider les jeunes, voire même d'aider également les femmes, comme les ambassades par exemple, ou les organismes internationaux. Mais il y a aussi les chefs d'entreprise, des grandes entreprises qui sont ici. Je les ai invités et j'ai la foi que nombre d'entre eux vont venir. Et j'ai fait venir également les concernés, à savoir les jeunes, filles et garçons, et les femmes qui sont dans les activités ou qui espèrent avoir des activités dans le domaine de manière indépendante. Hein. Quand on parle de l'autonomisation, on parle de l'activité, de création d'activités génératrices d'emploi ou de revenus. On sait que les mamans sont très allant par rapport à cette activité et je pense qu'elles ont tout à fait raison et je pense qu'on a intérêt à les encourager et c'est avec raison qu'il faut les encourager, que ce soit pour nous les privés, les organismes internationaux que pour l'État. Il faut les encourager parce que les mamans
c'est l'avenir du monde. Les mamans, ce sont elles qui gèrent la famille, nos familles, et ce sont elles conductrices de nos familles et de nos enfants. Et donc voilà, les jeunes, et ce jour-là, les jeunes vont parler eux-mêmes. Ils vont exprimer leurs préoccupations. Les mamans vont aussi exprimer leurs préoccupations et auront en face d'eux les entreprises qui seront là pour y répondre, pour donner des solutions. Et moi, je me dis que pour la part de SCS, par exemple, nous, en tant qu'entreprise, on a fait notre travail, notre part déjà d'intermédiation, mais on a des solutions. Par exemple, moi, je pense qu'il y a des réformes à faire, beaucoup de réformes à faire au niveau de l'enseignement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réformes à faire au niveau de l'enseignement pour aider justement les jeunes à surmonter ces obstacles. Mais aussi au niveau de la législation, ça veut dire ministère du Travail en particulier, pour faciliter l'accès des jeunes aux stages professionnels dans les entreprises. Très bien dit. Merci, monsieur Issifoua Jean-Robert, Merci. de nous avoir éclairé. Vous êtes intéressant pour vous suivre religieusement. Merci. Surtout que vous restez attaché à la nature de Grand Équateur. Ah oui, Voilà. c'est chez moi. Et voilà. Et le Congo, le vôtre. Le Congo est le mien. On a terminé pour ce matin. Merci. Nous tenterons de venir écouter, reporter et puis davantage également enrichir notre background comme nous sommes sur la plateforme. Voilà, à très bientôt. Bonne journée et nous vous laissons entre la main de la réalisation. Apparemment, bientôt un live. Au revoir.